Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler Tour Down Under. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans cette deuxième journée de compétition. Il y a eu un petit peu d'animation quand même, notamment du côté du sprint, on y reviendra. On parlera également des tops et des flops comme d'habitude, les différents classements en fin de vidéo et également dans la description. Et puis on parlera de l'étape de demain également, qui pourrait être une étape un petit peu animée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme, notamment des vidéos biathlon. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez faire un super thanks, eh bien ça se passe dans les commentaires. Ah oui, je voudrais noter aussi, parce que j'avais oublié d'en reparler, mais j'avais reçu un email, je reçois de temps en temps des emails. J'en ai reçu un, il faut que je réponde, mais en ce moment, on m'a demandé un truc spécial, et en ce moment, je suis un petit peu sous l'eau, mais on m'avait marqué un email, on me disait, bon, tu vois, j'aime bien la vidéo, mais c'est vrai que les bruits des bonnets d'âne et des tops, je trouve qu'ils sont un peu forts. Et en fait, il faut savoir que j'ai un gros problème, je fais pas de cut. Donc c'est-à-dire que mon fichier de son, il est très grand. Comme je ne repasse pas mon fichier de son sur Audacity, ce qui pourrait être une technique, mais pour éviter de perdre du temps au maximum, enfin de gagner au maximum du temps, je ne le repasse pas sur Audacity. Donc j'utilise le compresseur qui est directement dans Premiere. Le problème du compresseur dans Premiere, c'est que c'est une sorte de... Enfin, c'est pas un vrai compresseur, on va dire. Donc ce qui fait qu'il refait pas, il rechange pas la forme du fichier son. Donc ce qui fait que je me retrouve des fois à avoir un fichier son qui est un peu faible. Et comme les sons de top et de flop sont eux calibrés bien correctement, ils sont parfaits, ils sont bien calibrés, bah, c'est pour ça que vous avez des fois ces petits différentiels de son. Mais c'est un problème et je ne sais pas comment le régler sans perdre soit beaucoup de temps et sans avoir en plus des problèmes techniques, parce que des fois Audacity a un peu du mal avec certains fichiers et certaines longueurs de fichiers. Donc voilà, je n'ai pas de solution miracle, donc c'est pour ça que je reste comme ça. Et ça me fait un peu... Enfin, c'est aussi un peu un problème de baisser les sons des différentes chroniques, parce que je me dis, oh, après coup, ça met un petit coup de pêche dans la vidéo, tu vois. Un petit son un peu costaud, ça met un petit coup de pêche. C'est vrai que normalement, un générique, c'est pas au même niveau que le son de toute une émission. C'est un petit peu plus fort, voilà, pour donner un petit coup de pêche. Donc là, je me dis, bah, ça donne un petit coup de pêche. Voilà, ça m'a fait barrer ce petit email. Bon, aujourd'hui, étape autour de Tanunda, on disait un classique, presque du côté du Down Under ces dernières années, avec un format assez court, 128 km seulement, et surtout une dernière côte qui était à 25-30 km de l'arrivée. C'était même 25 plutôt, donc il fallait gérer cette dernière côte du côté des sprinteurs et pas trop en mettre dans la côte, réussir à en garder dans la ligne droite finale. On avait très peu de virages en fait dans les 10 derniers kilomètres, c'était quasiment que en ligne droite les 10 derniers kilomètres. Il y avait seulement un rond-point. Je me suis même dit, dis donc, j'avais jamais vu de rond-point en Australie quasiment, qui était à 4-5 km de l'arrivée. Sinon, c'était, on va dire, une longue ligne droite pour finir, donc ce qui fait que c'était assez nerveux dans le final. Mais une étape qui a pas été si simple pour Sam Welsford, hein, on y reviendra dessus, on reviendra là-dessus lors du résumé. On va réussir à faire une phrase en français. Et puis un final très nerveux entre les coureurs. Il n'y a pas eu que l'action de Danny Van Poppel. Dès 10 km de l'arrivée, en fait, tout le monde était très excité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais notamment à 10 km de l'arrivée, vous avez un coureur de la sélection australienne qui s'engueule à moitié avec un autre coureur. Vous avez Van Poppel qui fait déjà une petite vague avec un coureur d'Israël aussi dans les 2-3 derniers kilomètres. Le rond-point, c'est assez chaud. Non, ça a été assez chaud dans ce moment-là. Et puis c'était déjà très nerveux dans la montée. Je ne sais pas si vous avez vu le regard noir de Javier Romo sur Chris Harper. Je pense que ouais, c'était déjà pas détente entre certaines équipes déjà avant le final de cette journée. Bon, bah on commence avec cette étape.
On avait un abandon ce matin. On rappelle Dylan Van Baarle, le blessé. Je crois que les chutes sur 3 ans, je sais plus, il y a quelqu'un qui a réussi à voir les chutes de la Visma sur les 3 dernières années, et en plus il s'est aperçu que ça touche quand même beaucoup les leaders dans cette formation, mais c'est incroyable le nombre de coureurs qui sont tombés du côté de la Visma sur les 3 dernières années. Je crois que c'était Renaud Brabant sur Twitter. C'est Renaud Brabant, je crois que c'est Brabant sur Twitter qui montrait ça. Bon, ça commençait déjà par une mauvaise nouvelle avec une chute dès le départ d'étape quasiment. On venait à peine de partir que ça tombait avec une chute où notamment il y avait pas mal de leaders. Alors c'est tombé au milieu de peloton, on va dire. Je pense que y a des coureurs qui se sont un peu frottés la roue, on va dire, en début d'étape, qui n'étaient pas encore hyper concentrés, mais chute avec Sam Welsford, le leader du général, avec Jonathan Narvaez également, Andrea Bajoli, Neurukar, le coureur de l'AEF, Callan O'Brien. On avait également Pascal Encorn. Et qui j'ai marqué également. Pascal Encorn, il y en avait un 4e. Knox, le Britannique. Voilà, j'arrivais pas à me relire. Qui était impliqué dans l'affaire. Bon. Déjà, ça commençait bien. Alors, au même moment, on avait l'échappée du jour qui partait. Dans un premier temps, Fergus Browning sortait, accompagné par Georg Zimmermann et Patrick Conrad. Échappée qui ne prendra jamais énormément d'avance. Ça sera compris entre 1 minute 30 et 2 minutes d'avance par rapport au peloton, avec une Red Bull Bora qui restera très concentrée sur cette affaire. Le sprint numéro 1, c'est Patrick Conrad qui passe en tête devant Zimmermann et Browning. Et à 91 km de l'arrivée, l'écart n'est déjà plus que d'1 minute 27. À ce moment-là, c'est la Bora qui roule, mais on voit également la UAE ou Ineos en tête de peloton. C'est même assez énervé à ce moment-là dans le peloton. 76 km de l'arrivée, 1 minute 23 entre le groupe de tête et le peloton. Et à 48 km de l'arrivée, nous avons le deuxième sprint intermédiaire. Zimmermann passe cette fois en tête devant Conrad et Browning, en sachant que Browning prenait les points sur les classements de la montagne. Donc ils se sont un petit peu répartis les différentes récompenses présentes sur cette journée. Browning qui était déjà dans l'échappée la veille. À 45 km de l'arrivée, l'échappée est reprise, mais en fait c'est plutôt l'échappée qui se relève et qui ne s'est pas relevée de manière très jolie parce qu'il y avait encore 1 minute 30 d'écart. Ils ont vraiment quasiment arrêté de pédaler. Je trouve que c'est un petit peu un manque de respect envers les organisateurs. Et puis on est arrivé donc dans la montée finale avec Israël qui roulait fort, la Jayco également et Ineos avec Swift qui font un gros rythme dans la montée, ce qui fait que Sam Welsford est en difficulté, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir un rythme vraiment constant, c'est-à-dire que c'est un peu on-off, notamment je pense parce que Juan Pedro Lopez, le coureur de la Trek, a un peu mis le désordre, le coureur de la Lidl Trek, et je pense qu'il y avait vraiment l'objectif de monter plus vite que ça du côté de la Jayco, mais il y avait un peu des situations on-off. On a vu également un coureur de la UAE attaquer, ce qui a un peu désorganisé le groupe. À la fin, on a Chris Harper qui attaque, qui passe en tête, qui passe même pas en tête la difficulté parce qu'il y a un contre avec Javier Romo qui lui passe en tête de la dernière difficulté du jour devant Harper, et puis ensuite il se relève contre de Mauro Schmidt notamment et d'un coureur de la Visma Grat, mais qui ne resteront pas en tête très longtemps. Le peloton est groupé. Sur la fin, c'est un petit peu compliqué. C'est assez nerveux sur la fin, notamment dans les 10 derniers kilomètres. Et puis, je dirais que ça se passe plutôt bien pour Welsford, donc déjà parce qu'il n'est pas lâché du peloton et qu'ensuite, son équipe réussit à trouver l'ouverture vraiment dans les 2-3 derniers kilomètres, donc ce qui fait qu'il a encore beaucoup d'équipiers devant lui. Van Poppel lance, mais Van Poppel lance encore un petit peu trop tôt, et il s'écarte, mais il ne s'écarte pas correctement, et il va tasser Andresen. Et Andresen, lui, comme il est gêné par Van Poppel, va être obligé de gêner Bauhaus.
Et ce qui fait qu'à la fin, eh bien, ça détruit complètement le sprint des coureurs qui étaient plutôt le long des barrières, donc qui étaient plutôt sur la droite, et ça donne de l'ouverture pour les coureurs qui étaient sur la gauche, notamment notre ami Brian Cocard et Arne Marit du côté d'Intermarché, qui vont donc faire 2 et 3 aujourd'hui grâce c'est plutôt à cause de cette action de Van Poppel, mais on va y revenir dans quelques instants. Allez, tout de suite, les coureurs au top. Attaque de Marlou! Eh bien, parmi les coureurs au top aujourd'hui, Sam Welsford. Je vais détacher Sam Welsford de Van Poppel, mais on va quand même parler de Van Poppel maintenant, parce que c'est plus simple, on va dire, parce que bon, c'est lié quand même au sprint de Sam Welsford. Pourquoi je mets Sam Welsford au top? Déjà parce que c'est une deuxième victoire d'étape en 2 jours. Ça, c'est déjà donc une très bonne chose. Ensuite, parce qu'il est encore... parce qu'il n'a pas passé une journée facile, il tombe quand même en début de journée, il a le cuissard qui est quand même bien arraché. Alors, c'est pas une douleur intense, mais ça a dû frotter toute la journée et la plaie un peu à l'air, donc pas l'idéal. Ensuite, dans les montées, et notamment la dernière montée, il s'est vraiment accroché, et je pense qu'il s'est vraiment accroché parce que c'était le Tour de Under, et que c'est une course qui lui tient à cœur. Deuxièmement, parce qu'il commence à rentrer dans l'histoire du Tour de Under avec le nombre de victoires qu'il remporte depuis 2 ans. Il est à 6 victoires, c'est-à-dire qu'il est, je crois, égal de Simon Gerrans. Voilà. Donc, qui n'était pas un sprinter, mais qui était quand même très très fort, notamment du côté de Willunga Hill. Et aussi parce que pour moi, son sprint est quand même un sprint de costaud. Et surtout parce que la journée était loin d'être facile. C'est-à-dire la journée de Welsford, encore une fois, elle commence mal. Il a été en difficulté pendant toute la journée, donc certains coureurs auraient peut-être lâché l'affaire. Lui, il lâche pas l'affaire. Et si vous regardez bien où il est placé à 10 bornes de l'arrivée, il est 50e. Il est 50e, son équipe n'est pas vraiment autour de lui, donc il est un peu en difficulté tout seul. Donc là, dans ce genre de situation, tu peux vraiment abandonner, lâcher l'affaire. Lui, il a décidé de faire autrement. Il a décidé vraiment de se battre pour le sprint. Il trouve l'ouverture un peu à la dernière minute. Il y a il y a DSM aussi qui trouve l'ouverture assez tardivement. Eux, c'est à 2,5 km. Voilà, j'ai noté 2,5 km, 2,6 km où ils trouvent l'ouverture. Mais ce qui fait que ça fait que les équipiers n'ont pas cravaché du tout. Et se retrouvent donc vraiment bien positionnés. Alors que par exemple, du côté de la Bahreïn, ils étaient devant trop tôt. Et ce qui fait que sur la fin, il manque un peu de monde pour Bauhaus. Et derrière, bon, il fait son sprint. Alors oui, il a été bien aidé par Van Poppel, l'action de Van Poppel, mais il fait quand même un bon sprint aujourd'hui, malgré des conditions, encore une fois, une journée qui a été difficile. Et puis, Van Poppel le lâche un peu tôt, et je pense que Van Poppel était un peu cramasse au moment de son sprint, donc ce qui aurait pu également mettre en difficulté Sam Welsford sur la fin. Bon, maintenant, on va parler de Danny Van Poppel. Ce qu'il a fait n'est pas bien, n'est pas correct. Il est déclassé carton jaune. Bon, je pense qu'il doit choper une amende aussi au niveau franc-suisse. Je ne sais pas s'il y a une amende en point UCI par contre dans ce genre de cas. Donc je rappelle que s'il se retape un carton jaune d'ici à la fin du non-under, il est disqualifié. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir maintenant qu'il fasse attention, il va être un petit peu dans l'œil du cyclone sur les différents sprints. Déjà, Van Poppel, je trouve qu'il fait une grosse vague. Il tasse déjà un coureur d'Israël qui essaye de le remonter à 1 km, j'ai noté 1 km 200 je crois de l'arrivée. Donc là déjà, c'est moyen de la part de Van Poppel sur cette action-là, où déjà, bon, il s'écarte un peu de la trajectoire. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il a à me branler du tout. Parce que, donc, il est devant Van Poppel. Donc là, il y a Van Poppel, là, il y a Welsford. Donc, il est devant Welsford. Il va s'écarter. Donc là, il y a toujours Welsford. Il s'écarte comme ça au milieu de la route. Donc là, Welsford passe, comme ça. Il y a Andresen qui est derrière lui, qui est ici. Andresen, il est dans la roue de Welsford. Et en fait, il va se replaquer contre vraiment Andresen. Ce qui fait qu'Andresen, qui va être désormais, voilà, Andresen, donc lui, il se fait rentrer dedans, on va dire, enfin, il évite la chute par rapport à Van Poppel qui fait comme ça, et il se décale, pas de peau ici, il y avait Bauhaus,
Donc Bauhaus se retrouve le long de la barrière et donc fait un mauvais sprint, fait un plus mauvais sprint que ce qui a été prévu. Et c'est pour ça que je ne le mets pas en bonnet d'âne aujourd'hui Bauhaus, parce qu'il est quand même bien gêné dans l'affaire par Andresen, même si tout n'était pas forcé, du côté de la Bahrain Victorious. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, parce que normalement, en fait très clairement, on voit qu'il regarde derrière. C'est-à-dire quand il est devant Welsford, il regarde comme ça, sous le coude, comme on dit. Vous voyez, il regarde comme ça, donc il voit bien qu'il y a du monde déjà de ce côté-là, et il voit bien où est Welsford. Certains ont dit c'est parce qu'il ne savait pas où était Welsford. Non, il sait où est Welsford. Il regarde comme ça. Donc il lance son sprint, il se décale au départ. Je me dis, bon, il se décale. Normalement, je le dis, il faut qu'il se décale totalement vers l'extérieur. Vous avez raconté que moi j'étais pour qu'on mette des petits couloirs peints de zones où les sprinters, où les poissons pilotes seraient obligés de s'écarter, qu'ils seraient obligés d'aller dans cette zone-là, et que les sprinters n'auraient pas le droit de rentrer dans cette zone-là. C'est-à-dire que voilà, il faudra, à part pour éviter une chute, mais sinon il faudrait rester dans une sorte de zone centrale et avoir des couloirs extérieurs pour les personnes qui se relèvent. Bon, comme il voit qu'ils sont le long de la balustrade, il le voit qu'ils sont le long de la balustrade, il s'écarte et ensuite il se remet sur Andresen. Moi j'ai l'impression que c'était... Alors qu'il est un peu cramasse, ça c'est clair, il lance son sprint, il est à fond. Moi je me dis jusqu'à quel point c'est pas un geste antisportif de la part c'est-à-dire de gêner les adversaires les plus dangereux de Welsford en faisant comme ça. Je me pose quand même la question. Et si c'est pas un geste anti-sport, et que donc il n'aurait pas saisi la notion de danger de ce geste-là, mais de toute manière c'était dangereux. Moi je suis d'accord pour le déclassement, je suis d'accord pour le carton jaune. Par contre, il va falloir quand même se poser une bonne question dans ce genre de cas. Certes, Welsford fait un beau sprint aujourd'hui, ok d'accord, mais ça l'avantage énormément. Et moi je serais pour également que dans ce genre de cas, eh bien, si ça a aidé un équipier, eh bien que dans ce genre de cas, on enlève les points de la victoire à ce coureur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Sam Welsford, au lieu de gagner, je ne sais pas combien c'est une victoire sur le Down Under, mais c'est peut-être 40-50 points, ça soit 0 points gagnés. Pour sanctionner également l'équipe, que l'erreur du poisson pilote soit également sanctionnée par rapport au sprinter, que le sprinter garde sa victoire, mais perde ses points UCI. Et qu'au bout d'un moment, les équipes vont peut-être aussi demander aux coureurs de faire gaffe dans ce genre de cas. Là, pour moi, Van Poppel, il mérite ce déclassement, il mérite ce carton jaune. Pour une fois, je suis d'accord avec cette idée de carton jaune, parce que pour moi, c'était une action qui était très dangereuse de la part de Van Poppel aujourd'hui. Donc voilà, bon sprint de Welsford sur une journée qui était compliquée, mais Van Poppel, c'est pas normal de faire ce genre de choses. On poursuit avec un deuxième coureur top, c'est Coquard. Bon sprint de Coquard aujourd'hui, il fait 3ème. Le coureur de la Cofidis. Bon sprint alors qu'il n'est pas vraiment bien aidé. Il se retrouve tellement seul, Coquard. Je regardais dans les 7-8 derniers kilomètres là, parce que je l'avais un peu ciblé aujourd'hui, Coquard. Oh là là là. Il y a un moment, il est devant les équipiers. Normalement, le train, c'est les équipiers devant le sprinter. Des fois, on met un mec derrière le sprinter, parce qu'il y a certains sprinters qui n'aiment pas qu'on suive leur roue. Donc on met un équipier derrière le sprinter, mais normalement l'idée c'est de mettre les lanceurs, le sprinter derrière. Donc normalement c'est au lanceur de trouver l'ouverture dans le peloton pour que le sprinter, pour que le train puisse s'en sortir. Vous allez regarder comment ça s'est passé du côté de la Cofidis. Pour ceux qui ont HBO Max notamment, vous allez regarder en replay cette action-là. Coquard est devant ses équipiers. C'est Coquard qui trouve l'ouverture et qui ensuite fait passer ses équipiers. Ça n'arrive jamais, ça, normalement. Donc ça montre bien que déjà, y a un vrai problème d'organisation du côté de la Cofidis pour les sprints. Ensuite, il est seul quasiment pendant les 10 derniers kilomètres. Il bouffe un vent pas possible. Alors, lui, il fait partie des coureurs qui ont été bien aidés par Van Poppel, parce qu'encore une fois, ça a détruit le sprint de Bauhaus d'Andresen, et je pense qu'Andresen aurait été devant lui. Aujourd'hui, le sprint n'est pas mauvais. Malgré tout, quand tu regardes comment ça s'est mis en place et comment il se fait défoncer concrètement.
C'est ni fait ni à faire en fait ce que font ses équipiers. Donc il va falloir vraiment progresser dans l'organisation du train du côté de cette équipe, parce que l'organisation du train a été catastrophique du côté de la Cofidis. Il va falloir vraiment améliorer les choses. Mais sinon, Coquard fait un bon sprint aujourd'hui, bien meilleur que la veille, où bon, de toute manière il ne trouve pas l'ouverture. Mais là, il va falloir vraiment trouver une solution du côté de l'organisation de la Cofidis, parce que là, Coquard aujourd'hui, il s'en sort bien, on va dire. Mais sur un sprint massif de Tour de France, une stratégie comme ça, tu fais même pas le sprint, tu finis 20e de l'étape. Donc ça serait bien que du côté de la Cofidis, on essaye d'un petit peu améliorer les choses au niveau organisation autour de Brian Coquard. Troisième coureur top, je mets quand même Andresen. 5e aujourd'hui, Andresen. Mais bon, il est quand même vachement embêté par Van Poppel du côté de son sprint, donc ça l'a vraiment arrêté dans son effort. Il était frustré à l'arrivée, hein, il est assez énervé à l'arrivée, mais je peux le comprendre, parce que pour moi, il pouvait faire vraiment un bon résultat aujourd'hui. Alors je sais pas s'il aurait battu Walsford, parce que je pense que Walsford est vraiment en bonne condition physique, mais ça fait partie maintenant des bons sprinteurs du peloton, Andresen, surtout chez les jeunes coureurs. Et aujourd'hui, la DSM, je trouve, c'est beaucoup mieux sorti que la veille. C'était mieux en place. Il trouve l'ouverture assez tardivement, la DSM. Enfin, la Picnic, pardon. Pas la DSM. Ça va arriver encore quelques fois. Hein. Mais la Picnic post-Enel trouve vraiment la solution à 2 km de l'arrivée. Ils trouvent l'ouverture côté gauche de la route. Ils arrivent à un peu passer comme ça. Sauf que côté gauche de la route, ils étaient en retard par rapport au côté droit. C'est-à-dire que le leader du côté gauche de la route était aux alentours de la 10e place côté droite. Voilà, je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais en fait, il était à hauteur de la 10e place côté droite. Donc, il s'est ensuite rabattu au côté droite de la route. Et là, il se fait vraiment bloquer son sprint par Van Poppel, parce que c'est lui qui est la première victime du sprint de Van Poppel, et surtout de cet écartement de Van Poppel. Donc voilà, ça a été compliqué ensuite pour son sprint, mais je trouve qu'il arrive quand même bien à se relancer, alors qu'il perd un peu de vitesse dans l'affaire. Il prend quand même une 5e place, donc là c'est satisfaisant, c'est intéressant pour la suite de la semaine aussi pour Tobias Lund Andresen. Mais je vais continuer à le suivre sur les différents sprints. Demain ça peut peut-être le convenir, parce qu'il passe quand même bien les bosses aussi, Andresen, donc on verra ça. Il n'y a pas que Corbin Strong demain. Voilà pour les coureurs rapides. Et puis je termine avec Arne Marit. Autant hier j'avais critiqué l'organisation d'Intermarché, où je trouve que c'était un peu la galère. Autant aujourd'hui je trouve qu'Intermarché c'était bien plus en place. C'était vraiment pas mal le job qu'a fait Intermarché, je trouve. Ça manquait un peu de monde dans le dernier kilomètre. Mais je trouve que le job entre 6 km de l'arrivée et le dernier kilomètre était vraiment bien réalisé. C'est ce qui a permis également à Arne Marit de faire un bien meilleur sprint et de devancer Brian Coquard. Parce que la différence, c'est que Brian Coquard, lui, mange du vent, alors que lui a mangé beaucoup de moins de vent. Donc il est mieux positionné également au début du sprint. Arne Marit, mais un sprint très intéressant du coureur belge, avec une meilleure stratégie du côté de l'équipe Intermarché. C'était bien mieux que la veille. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne du jour. Parmi les bonnets d'âne du jour, vous avez bien compris, Danny Van Poppel, mais on en a déjà parlé auparavant, donc on va pas revenir dessus. Non, Geraint Thomas. Alors, même si aujourd'hui on l'a vu un petit peu faire le travail d'équipier, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre quand même ce que fout Geraint Thomas sur ce Down Under. On va juste revenir 10 secondes. Geraint Thomas, avant mars, on ne le voit pas, Geraint Thomas. Donc c'est quand même surprenant de le voir sur la première course de la saison. Alors est-ce que ça a été une demande de sa part pour sa dernière année en carrière? Parce que je rappelle que Geraint Thomas est dans sa dernière année de compétition. Donc est-ce que c'était une demande de sa part de commencer en Australie parce que c'est un terrain qu'il aime bien et qu'en plus il n'y avait pas vraiment du monde qui se bousculait au portillon pour aller au Down Under du côté de cette formation? Mais je suis quand même assez surpris de voir Geraint Thomas. Bon, là aujourd'hui il fait le travail d'équipier, mais bon, il a quand même un impact assez limité sur la performance de son équipe. Et puis en plus, j'ai du mal à comprendre aussi la stratégie d'Ineos, qui roule extrêmement fort. Au départ, je me dis on roule fort pour Connor Swift, sauf que au final, Connor Swift il roule dans la montée finale, donc
Connor Swift, il fait pas de sprint aujourd'hui. Donc j'ai eu du mal à comprendre leur stratégie quand même, hein, du côté de cette équipe Ineos, parce que c'est Watson qui fait le sprint. Sauf qu'en gros, Watson, si tu n'éliminais pas les autres sprinters, ça allait être compliqué. Et mettre autant d'énergie pour Samuel Watson qui fait 7ème, je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle, mais c'est vrai que Geraint Thomas, oui, j'ai du mal à comprendre ce qu'il fout là sur le Down Under, parce qu'encore une fois, c'est un coureur qui a jamais été performant en début de saison. Tout simplement, c'est comme je disais, c'est un coureur un peu à l'ancienne. Il fait beaucoup d'excès pendant l'hiver. Geraint Thomas, il s'en cache pas, mais ce qui fait que forcément, ça a des conséquences sur la première partie de saison. C'est compliqué pour lui d'être performant avant mars. Mais bon, avant, les leaders, on les attendait pas avant mars non plus, hein. C'est juste que le cyclisme a changé aujourd'hui. Mais bon, il y a encore 15 ans, les mecs, les leaders en mars, ils étaient emmitouflés dans les Kawaii à Paris-Nice et ils jouaient pas le général de la course, hein. Mais ouais, assez surpris quand même par la participation de Geraint Thomas. Deuxième équipe, flop, Jayco Alula. Ouais, j'ai du mal à comprendre leur stratégie du côté de la Jayco Alula aujourd'hui. Ils ont fait un tempo impressionnant, mais vraiment impressionnant dans la montée finale et pendant une grande partie de l'étape. Enfin, sur à la fin du deuxième tour et début de la boucle finale, ils font vraiment un très gros rythme. Bon, ok, je dis pourquoi pas, mais aujourd'hui, ça me semblait quand même compliqué qu'on n'aille pas à un sprint massif. Parce que l'année dernière, déjà, il y avait eu un gros rythme et on avait eu sprint massif. Donc, soit du côté de la Jayco Alula, on ne se souvient pas de ce qui s'était passé l'an dernier à Tanunda. Dans ce cas-là, c'est quand même dommageable quand c'est quand même la course à domicile. Soit on avait un plan, mais que ça n'a pas marché. Mais c'est vrai que je me dis alors, dans ce cas-là, quel était le plan? Est-ce que c'était de faire attaquer Luc Plapp dans le final? Mais bon, quand tu regardes dans la réalité, Luc Plapp, il y avait quand même peu d'opportunités de surprendre aujourd'hui, vu que c'était une longue ligne droite. Ouais, j'ai pas trop compris. Je pense qu'ils ont mis beaucoup d'efforts aujourd'hui à Jayco Alula pour une 14e place. C'est quand même pas incroyable en termes de résultats. Donc j'ai du mal à comprendre ce qu'ils ont essayé de faire. Est-ce que c'était pour une attaque de Mauro Schmidt? Mais bon, il attaque qu'au sommet, donc si tu voulais vraiment faire des écarts, il fallait attaquer avant. Est-ce que c'était pour une attaque de Chris Harper? Elle n'était pas très tranchante, l'attaque de Chris Harper. Et dans ce cas-là, il ne fallait pas faire non plus du on-off, il fallait que le rythme soit beaucoup plus constant dans la montée finale. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Et puis, pour le sprint dans le final, ils roulent quand même. Ils sont encore là à 10 bornes de l'arrivée, à 5 bornes de l'arrivée. Mais comme ils ont fait beaucoup d'efforts auparavant, ils disparaissent au fur et à mesure de sprint. Un peu comme la Bahrain Victorious. Et à la fin, Campbell Stewart, s'il n'a pas d'équipier, il ne peut pas faire de miracle. C'est un peu comme Brennan Coca a un démarré hier. Donc ça fait une 14e place. Mais ouais, une stratégie que je n'ai pas vraiment comprise. J'ai pas compris vraiment la stratégie. Et puis je termine avec l'échappée. Ouais, juste rapidement, l'échappée. J'ai pas aimé l'attitude de décider à 50 bornes de l'arrivée que on n'allait pas au bout de l'effort, qu'on n'essayait pas de donner le maximum pour rester devant. Moi, je suis pas très fan des mecs qui se relèvent comme ça dans les échappées en cours de journée. Et puis là, en plus, les 3 se relèvent, mais vraiment crades, hein. C'est-à-dire qu'ils arrêtent limite de pédaler. Je trouve que c'est un petit peu un manque de respect envers les organisateurs, envers les spectateurs aussi. Parce que si il n'y a plus d'échappée, il n'y a plus vraiment d'intérêt d'aller sur le bord de la route non plus. On regarde tous les courses derrière l'écran de télévision et c'est là où on va prendre le plus de plaisir. Donc, et puis dans ce cas-là, on ne regarde plus que les 30-40 derniers kilomètres parce qu'on sait qu'avant il n'y aura pas d'intérêt. Donc je trouve ça dommageable de la part des coureurs en échappée qui décident d'arrêter de rouler en plein milieu. Alors oui, je sais qu'il n'y avait pas forcément de carottes, mais une fois que tu es parti en échappée, tu te relèves pas, tu attends que les mecs te rattrapent. Et surtout si tu te relèves, tu le fais de manière un peu plus... Là, c'était un peu trop visible, quoi. Tu le fais de manière un peu moins visible, parce que là, vraiment, c'était très très visible. Donc ouais, un petit peu déçu de ce côté-là. Allez, on regarde tout de suite les classements et le parcours de l'étape de demain.
On termine cette vidéo avec les différents classements. Je rappelle que vous pouvez retrouver les classements dans la description de la vidéo. Voilà, si vous voulez avoir un peu plus de détails, notamment le top 20 du général, le top 20 pardon, de l'étape, le top 30 du général que vous avez dans la description de la vidéo, et puis également le top 10 des classements annexes. Pour le moment, donc Sal Welsford vainqueur aujourd'hui, ça c'est confirmé, devant Arne Marit, Brian Cocard, Teutenberg et Andresen complètent ce top 5. Alexis Renard, au final donc 9e, aujourd'hui devant Matthew Walsh. Du côté du classement général, eh ben, c'est toujours Sam Welsford qui est en tête avec 14 secondes d'avance sur Arne Marit. Matthew Brennan également 3e devant Patrick Conrad et Zimmerman qui a été dans l'échappée comme Zach Mariage. Et non, c'était Browning qui était dans l'échappée aujourd'hui. Et pourquoi il était dans l'échappée Browning et Mariage? Ils ont dit c'est parce qu'ils sont à la recherche d'un contrat. Donc voilà, la meilleure manière de se montrer, c'est de prendre une échappée. Matthew Walsh 8e devant Brian Cocard et Bastien Tronchon qui est le meilleur coureur décathlon pour le moment. Au niveau du classement du maillot de meilleur sprinter, c'est Welsford qui est en tête avec déjà pas mal de marge par rapport à Tim Thorne Teutenberg. On a 22 points d'écart pour le moment entre les deux. Et puis on retrouve ensuite Matthew Walsh, Arne Marit et Matthew Brennan qui n'a pas pris de points, je crois, aujourd'hui. Matthew Brennan sur l'étape. Au niveau du classement de la montagne, donc Browning qui a continué à prendre des points, le coureur de la sélection australienne, devant Zach Mariage, Javier Romo, Conrad et Zimmerman qui ont pris des points sur cette journée. Chris Harper aussi, en passant. Et puis du côté du maillot blanc, eh bien, c'est Matthew Brennan qui est en tête devant Mariage et Browning, avec seulement 1 seconde d'avance sur les deux. Et puis on a encore une dizaine de coureurs à 6 secondes. 3 coureurs ne peuvent déjà plus vraiment jouer ce classement. C'est Eddie Le Huitouz, Noah Isidore et Daniel Schkerl. Et puis du côté du classement par équipe, eh bien, c'est la Alpecin qui est en tête, mais vous le voyez, toutes les équipes pour le moment sont dans le même temps. L'étape de demain, eh bien, ça sera une étape peut-être assez animée entre Norwood et Uredla. Une étape inédite de 148 km, un départ au pied d'une côte de première catégorie. Autant vous dire qu'il va falloir faire attention et bien s'échauffer, notamment pour les sprinteurs, parce que si ça se bagarre un petit peu pour l'échapper, ça peut faire mal. Et puis ensuite, on aura un circuit final autour de Uredla, ou Audley, même, je pense, in English, où on prendra une côte à 2 reprises, la côte de Pound Reserve, de 2,7 km à 7,2 de moyenne, côte de 2e catégorie. Et surtout, la particularité de cette côte, c'est qu'elle est à 6 km de l'arrivée, 6 km plutôt descendant vers la ligne d'arrivée à Uredla, où il y aura, lors du premier passage, un sprint intermédiaire. Donc on pourra peut-être prendre des secondes de bonification. Donc voilà, un final de course sans les 50 derniers kilomètres qu'il ne faudra pas rater, je pense, autour de Audley, parce qu'on pourrait avoir de l'animation. Mais il faudra réussir à battre des Corbin Strong, par exemple, qui pourraient passer ce genre de boss. Donc ça va être assez intéressant. Et puis en plus, il faudra faire attention. Vous voyez la disposition du circuit final. Donc la montée est ici, hein. Les côtes sont très très proches dans ce circuit, hein, parce qu'en fait on va tourner à peu près toujours autour de Norwood. Il faudra faire attention parce qu'il y aura à Uredla, vous voyez, un petit peu de vent dans l'après-midi, avec un vent plutôt de sud, alors qui sera entre 15 et 25-30 km/h, et un temps nuageux. Pas de pluie de prévu et des températures un petit peu plus clémentes qu'aujourd'hui, avec une vingtaine de degrés de prévu. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!